Chapitre 1. Fondation de sable. Maurice Blackwell fixait le jeu d'échecs sur son bureau, celui-là même que son père lui avait offert pour ses 12 ans. Il déplaça le cavalier blanc sur l'échiquier, capturant un pion noir. À 50 ans, il trouvait encore de la clarté dans les coups calculés et les sacrifices du jeu. « Travailler tard encore », demanda son patron à Howard, son chef de la sécurité, adossé à l'encadrement de la porte du bureau privé de Maurice. Maurice hocha la tête, sans lever les yeux du quart de l'échiquier en chiffres. Les réunions du conseil, la semaine prochaine. Howard remua, mal à l'aise. « Ta femme a appelé. Je voulais te rappeler pour le dîner de ce soir. »« Mon dîner d'anniversaire ?» corrigea Maurice en levant enfin les yeux. Le grand 50. Ce que Maurice ne dit pas, c'est que Loretta ne l'avait pas vraiment appelé pour le lui rappeler. Elle ne l'avait jamais fait. Elle lui avait envoyé un SMS 3 jours plus tôt au sujet de la fête de famille, avec une tension qui était devenue leur norme depuis 5 ans. Leur mariage de 25 ans s'était lentement érodé comme l'acide sur le métal, imperceptible au début, jusqu'à ce que les dégâts soient irréparables. Maurice passa la main dans ses cheveux poivre et sel, autrefois entièrement noirs avant que Riverstone Industries ne le consume. Il avait bâti l'entreprise de sécurité à partir de rien, la transformant en l'une des sociétés de sécurité privées les plus prisées de la côte est. Parmi ses clients figuraient des magnats de la technologie, des diplomates étrangers et des célébrités, des personnes qui avaient besoin d'une protection sans publicité. « Rentre chez toi, Howard, » dit Maurice. « Je m'en vais moi-même. » Alors qu'Howard partait, le téléphone de Maurice vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Il prépare quelque chose. Pas ce que vous croyez. Soyez prudent ce soir. » Maurice fixa le message, puis le supprima, pensant qu'il avait été envoyé au mauvais numéro. Il rangea le coffret, chaque pièce trouvant sa place dans l'étui doublé de velours. Le trajet jusqu'à sa propriété de Westchester lui parut plus long que d'habitude. Cette propriété de 5 hectares avait été sa fierté autrefois, un symbole de réussite pour un homme qui avait grandi sans rien. Maintenant, tout semblait creux, comme tout le reste. En s'engageant dans l'allée circulaire, il remarqua plusieurs voitures inconnues. Loretta avait dû inviter des amis à son anniversaire. Inhabituel, vu la distance qu'elle avait gardée avec ses collègues au fil des ans. À l'intérieur, la maison était étrangement silencieuse jusqu'à ce qu'il atteigne la salle à manger où sa famille l'attendait. Loretta, leur fille Bridget et leur fils Quinn. « Le voilà », dit Loretta avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. À 48 ans, elle était toujours aussi belle, ses cheveux blonds impeccablement coiffés, sa silhouette soignée par une discipline rigoureuse. Bridget, 23 ans, fraîchement sortie de l'école de droit, s'approcha et l'embrassa sur la joue. « Joyeux anniversaire, papa !» Il y avait quelque chose de calculé dans son regard, quelque chose qu'il reconnaissait chez les requins du monde des affaires qu'il avait croisés tout au long de sa carrière. Quinn, 20 ans, restait en retrait, les mains dans les poches. Le garçon avait toujours été plus calme, plus réservé, surtout après que Maurice eut refusé de financer sa carrière de cinéaste expérimental et insisté pour qu'il étudie le commerce. « Mangeons », dit Maurice en prenant place en bout de table. Le dîner se poursuivit par des conversations superficielles sur les études universitaires de Quinn et le nouveau poste de Bridget chez Thorndy Keken Wyatt, un prestigieux cabinet d'avocats. Loretta mentionna ses activités caritatives, même si Maurice savait qu'elle passait plus de temps au country club qu'auprès d'autres associations. Après que la gouvernante, Mademoiselle Abernathy, eut apporté un petit gâteau, Loretta s'excusa et revint avec une enveloppe. « Nous avons quelque chose de spécial pour vous cette année, » dit-elle en la posant devant lui. Maurice l'ouvrit, s'attendant peut-être à des billets pour un événement sportif ou une partie de pêche, un incontournable. Au lieu de cela, il trouva des papiers de divorce. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'il comprit immédiatement. « Il est temps » dit simplement Loretta. « 25 ans, c'est assez. » Avant qu'il puisse répondre, Bridget plaça une autre enveloppe à côté de la première. « Ceci est de moi et de Quinn. » À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des actes de transfert de propriété portant sa signature. Sauf que Maurice ne les avait jamais signés. « Votre signature figure sur le transfert », expliqua Bridget, d'une voix professionnellement détachée. « La maison, les résidences secondaires, tout est à notre nom maintenant. Ça fait des mois que c'est en cours. »« Je n'ai jamais signé ça, » dit Maurice doucement. « Si, tu l'as fait. » Quinn prit enfin la parole. « Tu te souviens de tous ces documents pour la restructuration de l'entreprise ? Tu devrais lire ce que tu as signé, papa. » Maurice sentit une froide révélation l'envahir.
La restructuration de l'entreprise. Des centaines de pages qu'il avait confiées à sa famille pour les préparer. Des pages qu'il avait signées sans les examiner attentivement parce qu'ils étaient de la famille. Il y a plus, dit Loretta en sortant une troisième enveloppe. Un avis d'expulsion. Légalement, tu as 30 jours, mais nous préférerions que tu partes ce soir. C'est à nous maintenant légalement. Sors. Le vernis professionnel de Bridget se fissura tandis qu'elle riait. Joyeux anniversaire, raté. Maurice regarda les trois visages qu'il avait aimés le plus au monde. Il avait tout sacrifié pour eux. Son temps, sa jeunesse, ses rêves. Maintenant, il le fixait avec une froide victoire dans les yeux. Il hocha lentement la tête et se leva. « Compris » répondit-il, sa voix ne trahissant rien de la glace qui se formait en lui. Vaine. Il se dirigea vers le vestiaire, récupéra son pardessus et prit ses clés dans le plat en argent posé sur la table d'entrée. Dehors, il passa un appel. « Terence » dit-il lorsque la ligne fut établie. « Ça arrive. » Déclenchez le protocole 0. Puis il se dirigea vers sa voiture, monta dedans et s'éloigna, sans un regard en arrière vers la maison qu'il avait construite grâce à son propre succès. Ce que sa famille ignorait, ce qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre, c'est que Maurice Blackwell avait passé sa vie à se préparer à la trahison et qu'il venait de déclencher un mécanisme qu'il souhaiterait bientôt désespérément défaire. Chapitre 2. La toile d'araignée. 3 mois plus tôt, Maurice avait remarqué les premiers signes de trahison. Tout avait commencé par une irrégularité comptable signalée par sa directrice financière, Béatrice Wells. Plusieurs virements importants du fonds discrétionnaire de l'entreprise avaient été autorisés grâce aux identifiants de sécurité de Maurice, mais il ne se souvenait pas de les avoir approuvés. Les journaux système indiquent que les approbations provenaient de votre adresse IP personnelle, expliqua Béatrice en lui montrant la documentation. Des sessions nocturnes, surtout le week-end, acquiesça Maurice, le visage impassible. Je vais me renseigner. Cette nuit-là, il installa un logiciel de surveillance sur le réseau domestique. En 2 semaines, il avait sa réponse. Loretta, elle accédait régulièrement à son bureau à domicile lorsqu'il travaillait tard. Elle avait réussi à obtenir ses mots de passe. Plutôt que de la confronter, Maurice observa et attendit. Il découvrit que Loretta était en contact avec Franklin Drummond, propriétaire d'une société de sécurité rivale qui avait tenté de racheter Riverstone Industries à plusieurs reprises au fil des ans. Maurice avait toujours refusé. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place. Loretta voulait rompre le mariage, mais avec un parachute doré. Drummond voulait s'accompagner. Ses enfants voulaient sa fortune sans le poids de ses attentes. Maurice modifia son approche. Il commença à laisser des documents falsifiés là où Loretta les trouverait. Des documents suggérant que Riverstone valait bien plus qu'elle ne valait en réalité, avec des contrats clients inexistants et des prévisions de bénéfices excessivement optimistes. Il vit Loretta mordre à l'hameçon, photographiant les documents tard le soir et les envoyant à quelqu'un dont Maurice remontait le numéro jusqu'à Drummond. Pendant ce temps, Bridget était rentrée chez elle après ses études de droit, prétextant vouloir passer du temps en famille avant de commencer son travail. Maurice comprenait alors qu'elle était venue faciliter leurs manœuvres juridiques. « Papa, j'ai réfléchi à l'avenir de Riverstone. »« Stone, dit-elle un soir en buvant un verre dans son bureau. Avez-vous envisagé de créer une fiducie familiale pour protéger les actifs? »« J'ai des gens qui s'occupent de ces questions, » répondit Maurice. « Mais ne préfériez-vous pas que cela reste dans la famille ?» insista-t-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Je pourrais rédiger un projet pour que vous puissiez le réviser. » Maurice hocha la tête pensivement. Ce n'est pas une mauvaise idée. Pourquoi ne pas trouver une solution? Au cours des semaines suivantes, il signa divers documents préparés par Bridget, les parcourant à chaque fois avec ostentation et les marquant secrètement d'une encre invisible qui n'apparaissait que sous certaines conditions de luminosité. Une mesure de sécurité datant de son époque militaire, dont peu de gens étaient au courant. Quinn participa également au complot, quoique plus réticent. Maurice l'observa copier des fichiers depuis l'ordinateur personnel. Interrogé, Quinn prétendit rassembler des informations pour un projet scolaire sur les structures d'entreprise. Maurice fit semblant de le croire. À l'approche de son 50e anniversaire, Maurice remarqua une activité accrue, des appels téléphoniques discrets, des réunions secrètes et une avalanche de paperasse. Il savait qu'ils étaient en train de boucler leur piège. 2 semaines avant son anniversaire, il reçut la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Terence Galloway, son plus vieil ami et responsable de la sécurité numérique chez Riverstone, lui montra des courriels interceptés entre Loretta et Drummond.
Il prévoit de te forcer à partir, dit Terence, le visage sombre. Drummond obtient l'entreprise. Loretta obtient la moitié de sa valeur plus une pension alimentaire, et vos enfants obtiennent la propriété. Ils ont contrefait votre signature sur plusieurs documents. Maurice hocha la tête. Et la chronologie? Votre date de naissance? Répondit Terence. Il trouve cela poétique. Maurice acquiesça. Poétique. Cette nuit-là, Maurice finalisa ses propres plans. Il avait passé des décennies à élaborer des plans d'urgence secrets, non seulement pour les menaces commerciales, mais aussi pour les menaces personnelles. Il avait vu son propre père tout perdre à cause d'une trahison, et il s'était juré de ne jamais être aussi vulnérable. Le protocole 0 était son plan d'urgence ultime, une réponse globale à une trahison totale. Il déclencherait une cascade de contre-mesures juridiques, financières et personnelles qui seraient imparables une fois lancées. En regardant les derniers préparatifs sur son écran d'ordinateur, Maurice ressentit un étrange calme. Les échecs lui avaient appris qu'il faut parfois sacrifier des pièces pour gagner la partie. Il était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait construit pour s'assurer que ceux qui le trahiraient ne tireraient aucun profit de leur trahison. Le dernier élément de sa préparation impliquait un coffre-fort à la First Meridian Bank contenant des preuves qu'il avait rassemblées au fil des ans. Des preuves qui détruiraient tous ceux qui tentaient de le détruire. Il y était allé une dernière fois la veille, s'assurant que tout était en ordre. À l'approche de son anniversaire, Maurice attendait simplement que sa famille passe à l'action. Chapitre 3. Le cadeau d'anniversaire. Maurice arriva chez lui le jour de ses 50 ans et trouva la maison inhabituellement calme. Loretta avait mentionné un dîner spécial, mais rien ne préparait dans la cuisine. Mademoiselle Abernathy, il appela la gouvernante, mais ne reçut aucune réponse. Il trouva un mot sur le comptoir de la cuisine. Mademoiselle Abernay a obtenu son jour de congé. Rendez-vous à 19h pour votre dîner d'anniversaire. Maurice regarda sa montre. 18h30. Il avait une demi-heure avant que ce qu'ils avaient prévu ne se réalise. Il monta l'escalier jusqu'à leur chambre et trouva Loretta en train de se maquiller devant sa coiffeuse. « Tu rentres tôt » dit-elle en croisant son regard dans le miroir. « Je pensais me changer avant le dîner » répondit-il. Elle sourit faiblement. « Les enfants sont très excités. »« Vraiment » demanda Maurice en ouvrant son armoire pour choisir une chemise propre. Queen ne semblait pas particulièrement enthousiaste à l'idée de passer du temps en famille lorsque je lui ai parlé la semaine dernière. « Eh bien, ce soir, c'est spécial, » a dit Loretta en se levant et en lissant sa robe. « Une nouvelle, » a-t-il remarqué. Chère et soigneusement choisie. Ce n'est pas tous les jours que leur père fête ses 50 ans. Maurice hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche. Sous le fracas de l'eau, il repensa mentalement à ses préparatifs. Son sac de voyage était dans le coffre de sa voiture. Argent liquide, pièces d'identité, objets essentiels. Ses données numériques les plus importantes avaient été transférées sur des serveurs sécurisés. Le protocole 0 était prêt à être activé d'un simple coup de fil. À 19h précise, Maurice descendit l'escalier et trouva sa famille réunie dans la salle à manger. La scène était méticuleusement mise en scène. Un petit gâteau, des cadeaux emballés, du champagne refroidissant dans un seau. Ses enfants arboraient une expression d'impatience mal dissimulée. « Joyeux anniversaire, mon chéri » dit Loretta en l'embrassant sur la joue de ses lèvres froides. Ils mangèrent le repas préparé dans un étrange silence, seulement interrompu par des tentatives de conversation artificielle. Lorsque le gâteau fut servi, du chocolat, pas le citron qu'il préférait, Loretta fit un signe de tête à Bridget, qui sortit la première enveloppe. « Avant le dessert, on a quelque chose pour toi, » dit-elle en la faisant glisser sur la table. Maurice l'ouvrit lentement, sachant déjà ce qu'il allait trouver. Les papiers du divorce étaient complets, clairement préparés par quelqu'un qui savait exactement comment démanteler un mariage de riche de la manière la plus avantageuse pour Loretta. « 25 ans, » dit Loretta en l'observant. « Je pense que ça suffit, n'est-ce pas ?» Avant que Maurice puisse répondre, Queen posa la deuxième enveloppe près de son assiette. « Celle-ci est de nous, papa. » Les documents de transfert de propriété étaient rédigés avec expertise, avec sa fausse signature sur chaque page. Maurice reconnaissait l'expertise juridique de Bridget dans la minutie des détails. Ils avaient tout transféré, la maison de Westchester, l'appartement en Floride, le chalet dans le Vermont, et même le petit appartement qu'il gardait en ville pour ses nuits de travail. « Votre signature figure sur le transfert » expliqua Bridget avec un détachement professionnel. « La maison et les propriétés sont tout à nos noms maintenant,
se tourna Maurice vers Quinn. Et vous en faites partie. Wynne refusait de le regarder dans les yeux. Tu as toujours dit que j'avais besoin d'apprendre à connaître le monde réel. Eh bien, la voici. La troisième enveloppe contenait l'avis d'expulsion, avec effet immédiat, mais avec un délai légal de 30 jours. Les yeux de Loretta brillaient de triomphe lorsqu'elle la lui présenta. On préférait que tu partes ce soir, dit-elle. Faisons une rupture nette. C'est désormais à nous, légalement. Sortez. Bridget ne pouvait contenir son excitation. Une vie de ressentiment remontait à la surface. Joyeux anniversaire, pauvre type. Maurice les regarda tour à tour. Sa femme, sa fille et son fils. Il leur avait tout donné et voici leur réponse. La rage froide qu'il ressentait était tempérée par autre chose. Un étrange sentiment de justification. Il avait eu raison de se préparer. Il hocha la tête une fois. Compris, répondit-il. La simplicité de sa réponse sembla les déstabiliser. Ils s'attendaient à de la colère, des supplications, peut-être même des menaces. Son acceptation calme n'était clairement pas dans leur programme. Maurice se leva, poussa sa chaise et se dirigea vers l'entrée. Il prit son manteau dans le placard et ses clés dans le plat en argent. C'est tout. Loretta l'appela. Tu pars, tout simplement? Maurice se retourna. N'est-ce pas ce que tu veux? Enfin, si. Mais elle semblait à court de mots. Puis, oui, je pars. Maurice répondit. Au revoir, Loretta. Dehors, il resta dans l'air frais du soir et retira son téléphone. Il composa le numéro qu'il avait mémorisé des années auparavant. Terence, dit-il lorsque son ami répondit. Ça se passe. Lancez le protocole 0. Vous êtes sûr? Demanda Terence. J'en suis sûr, confirma Maurice. Il faudra environ une semaine pour que le déploiement soit complet, prévint Terence. Une fois lancé, impossible de l'arrêter. Bien, dit Maurice. C'est exactement ce que je veux. Il raccrocha, monta dans sa voiture et partit sans un regard en arrière. Alors que la propriété disparaissait dans son rétroviseur, Maurice ressentit un étrange sentiment de libération. Il pensait lui avoir tout pris. Mais en réalité, il l'avait simplement libéré de toute obligation restante envers eux. Ils apprendraient bien assez tôt que Maurice Blackwell ne perdait jamais une partie d'échecs. Il avait toujours plusieurs coups d'avance, et il venait de tomber dans son piège le plus élaboré. Chapitre 4. L'homme derrière le masque. La planque de la Pennsylvanie rurale était restée vide pendant des années, entretenue par une société de gestion immobilière sans aucun lien avec Maurice. C'était l'une des nombreuses propriétés qu'il possédait par l'intermédiaire de sociétés écrans, des propriétés dont sa famille ignorait tout. À propos, Maurice s'installa dans la modeste cabane, écoutant les bruits de la forêt. L'isolement lui convenait. Il devait se concentrer pleinement sur la suite. Sur son ordinateur portable sécurisé, Maurice passa en revue l'avancement du protocole 0. Terence avait déjà lancé la première phase, le transfert silencieux des actifs les plus précieux de Riverstone Industries vers une holding distincte que Maurice avait créée des années plus tôt. Il ne s'agissait pas d'actifs physiques qui disparaîtraient immédiatement, mais de propriétés intellectuelles, de relations clients et de personnel clé, fidèles à Maurice personnellement. Maurice sortit de son sac de voyage une photo usée, le seul objet personnel qu'il avait emporté. On y voyait un jeune homme en uniforme militaire debout à côté de 3 autres, tous portant les insignes distinctifs d'une unité spécialisée que peu de civils reconnaîtraient. Avant que Maurice Blackwell ne bâtisse des empires de la sécurité et n'épouse des personnalités mondaines, il avait été lieutenant Michael Brennan, membre d'une unité d'élite du renseignement militaire spécialisée dans les opérations psychologiques et la perturbation stratégique. La mission de son équipe consistait à déstabiliser les organisations hostiles sans laisser de traces d'interférences extérieures, provoquant l'effondrement des systèmes de l'intérieur. Il avait légalement changé de nom après avoir quitté l'armée, enterrant son passé si profondément que même Loretta, elle ignorait toute la vérité. Elle avait épousé Maurice Blackwell, un consultant en sécurité prospère, dont elle avait transformé l'expertise en entreprise. Elle n'avait jamais connu Michael Brennan, l'homme formé pour démanteler les organisations et les vies avec une précision chirurgicale. Seul Terence connaissait la vérité. Ils avaient servi ensemble, survécu ensemble, à leur retour à la vie civile, ils s'étaient promis de se protéger mutuellement. Lorsque Maurice a fondé Riverstone, Terence a été sa première recrue. Maurice a ouvert une application de messagerie sécurisée et a saisi une mise à jour de statut. La réponse de Terence est arrivée quelques secondes plus tard. Phase 1 terminée. Personnel clé transféré.
Migration des clients en cours. Drummond mort à l'hameçon. Maurice hocha la tête. Franklin Drummond pensait être sur le point d'acquérir une entreprise de sécurité florissante, sans se rendre compte que la coquille vide qu'il achetait avait été systématiquement vidée de son contenu. Une fois l'acquisition finalisée, Riverstone ne serait plus qu'une coquille vide, dont les passifs seraient soigneusement dissimulés dans la structure de l'entreprise. Son téléphone a vibré, un autre message de Terence. Votre famille fait la fête. Champagne livré à la maison cet après-midi. Maurice sentit une colère froide se solidifier dans sa poitrine. Qu'il fête ça? Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se tourna vers un autre écran affichant les images de surveillance de caméras dissimulées dans son ancienne maison. Des caméras dont Loretta et les enfants ignoraient l'existence. Il les observa visiter la maison. Loretta planifiait déjà des rénovations. Bridget s'appropriait son bureau pour en faire son nouveau bureau. Queen explorait la cave à vin et sélectionnait des bouteilles dans la collection soigneusement sélectionnée de Maurice. L'attention de Maurice se porta sur un troisième écran affichant des données financières. Ses comptes personnels, ceux dont Loretta avait connaissance, avaient déjà été vidés. Il s'y attendait. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses comptes contenaient moins de 5% de sa fortune réelle. Le reste était sécurisé de manière à ce qu'elle ne puisse y accéder, ni même le découvrir. À la tombée de la nuit, Maurice examina les dossiers complets qu'il avait compilés sur toutes les personnes impliquées dans la trahison. Non seulement sa famille, mais aussi les acteurs périphériques. Drummond, les avocats engagés par Loretta, et même les responsables de la banque qui avaient facilité les virements frauduleux. Chaque dossier contenait des vulnérabilités, des points faibles, des secrets. Maurice avait passé des décennies dans le secteur de la sécurité, et l'information était sa véritable valeur. Des personnes révélées, ils se sont eux-mêmes montrés d'innombrables façons dont ils n'avaient jamais eu conscience, et Maurice les avait observés, écoutés et enregistrés. Il avait ouvert le dossier de Loretta en premier. Leur mariage avait été une décision calculée des deux côtés. Elle avait gagné en sécurité financière et en prestige social. Il avait trouvé une partenaire qui comprenait les exigences de son travail et pouvait gérer leurs obligations sociales. Pendant des années, ce fut une relation efficace, voire une histoire d'amour passionné. Mais Loretta avait développé du ressentiment en vieillissant, observant les jeunes femmes lors de leurs soirées mondaines, sentant le temps filer. Sa liaison avec Drummond avait débuté 3 ans auparavant, non par passion, mais par opportunité. Elle voyait en lui une issue, tout en conservant son mode de vie. Le dossier de Bridget révélait une fille qui s'était toujours sentie éclipsée par la réussite de son père. Sa carrière juridique avait été choisie spécifiquement pour prendre le dessus sur lui, une connaissance qu'elle pourrait utiliser contre lui. L'évaluation psychologique que Maurice avait secrètement commandée lorsqu'elle était à l'université avait révélé des tendances narcissiques et un profond sentiment d'avoir tout mérité. Le dossier de Queen était plus mince. Le garçon était un suiveur, pas un meneur. Attiré dans la conspiration par sa mère et sa sœur plutôt que par le volant. Lui-même, sa faiblesse résidait dans son désir d'approbation. D'abord de Maurice, puis, lorsque cela lui semblait inaccessible, de Loretta et Bridget. Maurice ferma les dossiers et se laissa aller dans son fauteuil. Le protocole 0 ne visait pas seulement à protéger ses biens. C'était une question de justice. Chacun subirait des conséquences proportionnelles à sa trahison. Il prit un échiquier physique et disposa les pièces. Les blanches pour lui, les noires pour elle. Il avança un pion blanc, commençant la partie. « À toi de jouer » murmura-t-il à la pièce vide. Chapitre 5. Le premier domino. 3 jours après avoir quitté son domicile, Maurice observa, par accès à distance, Franklin Drummond entrer au siège de Riverstone Industries pour la première réunion officielle en tant que futur propriétaire. La haute direction de l'entreprise, qui n'était pas fidèle à Maurice, l'accueillit avec la distinction de circonstance. La salle de réunion était préparée avec des présentations détaillées sur les activités, la clientèle et les finances de l'entreprise. Le tout soigneusement organisé pour montrer exactement ce que Drummond attendait. Ce que personne dans la salle ne savait, c'est qu'au moment même où il parlait, Terence orchestrait la deuxième phase du protocole. 0. Les clients les plus importants de Riverstone étaient contactés personnellement par des membres de confiance de l'équipe, leur proposant de transférer leur contrat de sécurité à une nouvelle société, Phoenix Sentinel, à des tarifs préférentiels. Fort des relations que Maurice avait nouées au fil des décennies, la plupart acceptaient sans hésiter. Pendant ce temps, des données opérationnelles cruciales étaient systématiquement modifiées dans les systèmes de Riverstone.
Rien d'évident. De subtils changements dans les exigences des clients, les protocoles de sécurité et les affectations du personnel n'apparaîtraient que dans les semaines à venir, créant une cascade de pannes de services impossibles à attribuer à une cause unique. Maurice reporta son attention sur sa famille. Grâce au système de surveillance du domicile, il observait Loretta au téléphone avec son décorateur d'intérieur, discutant des rénovations de sa maison maintenant qu'elle avait enfin le contrôle. Bridget était dans son ancien bureau, rangeant ses effets personnels, jeux d'échecs, livres et récompenses avec un désinvolture désinvolte. Quinn était presque absent, de retour à l'université avec une nouvelle voiture achetée avec une carte de crédit toujours liée au nom de Maurice. Maurice ouvrit son ordinateur portable et envoya un message crypté à Terence. Lancez la phase 3. La réponse arriva immédiatement. Confirmé. Chronologie. 24 heures. La troisième phase était celle où les conséquences allaient commencer à se matérialiser. Maurice ferma son ordinateur portable et se rendit dans la ville la plus proche, à 30 minutes de son chalet. Au restaurant du coin, il s'assit au comptoir et commanda un café, ouvrant un téléphone prépayé pour consulter les messages non sensibles. Il y avait déjà 27 appels manqués de Loretta, Bridget et Quinn, ainsi que de nombreux SMS, de la confusion à la colère. Aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'ils disparaissent sans réagir. Maurice les ignora tous, se concentrant sur les messages de son réseau, d'anciens contacts militaires, de professionnels de la sécurité et d'autres spécialistes qui lui devaient des faveurs. Tout était en mouvement. Tandis qu'il sirotait son café, la serveuse augmenta le volume de la petite télévision installée dans un coin. Un reportage de dernière minute montrait Franklin Drummond escorté hors de son immeuble de bureau par des agents fédéraux. Allégation de fraude boursière et d'espionnage industriel, disait le journaliste. Des sources proches de l'enquête rapportent que des preuves ont été fournies anonymement à la SEC et au FBI en début de semaine. Maurice s'autorisa un léger sourire. Les preuves en question, des documents sur les nombreuses activités illégales de Drummond au fil des ans, avaient été compilés en un fichier sécurisé et étaient destinés précisément à cet usage. Le moment de sa remise aux autorités n'était pas une coïncidence. De retour au chalet, Maurice consulta les marchés financiers. Drummond Security était en chute libre, son action chutant de minute en minute à mesure que la nouvelle de l'arrestation du PDG se répandait. À la clôture du marché, l'entreprise avait perdu 60% de sa valeur. Le téléphone de Maurice vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. L'un de ses contacts chez Tandy Kick & Wyatt, le cabinet d'avocats où travaillait Bridget. Colis livré comme prévu. Effets immédiats. Moins d'une heure plus tard, son système de surveillance capta Bridget recevant un appel qui la laissa sans voix. Maurice n'avait pas besoin d'enregistrement audio pour comprendre ce qui s'était passé. Les associés principaux de son cabinet venaient d'apprendre son implication dans des affaires de falsification de documents et de fraude. Des preuves anonymes étaient apparues sur leur bureau le matin même. Sa carrière à peine commencée était belle et bien terminée. Aucun cabinet d'avocats ne la contacterait après cela. Pas avec une possible radiation du barreau qui se profilait. Ce soir-là, alors que Maurice préparait un dîner simple dans le chalet, son téléphone sécurisé sonna. « Est-ce vraiment nécessaire, Maurice ?» demanda Terence sans préambule. « Les enfants aussi, ils ont fait leur choix. » répondit Maurice d'une voix neutre. « Les actes ont des conséquences. Bridget vient de perdre son emploi, poursuivit Terence. Quinn a été renvoyé. L'université a reçu des preuves qu'il avait triché pour obtenir son diplôme. Vraiment? Oui, admit Terence. Mais ils ont quand même essayé de me prendre tout ce que j'avais. Maurice la coupait. Pas seulement des biens matériels, ma dignité, mon héritage. Il riait en le faisant. Terence resta silencieux un instant. Loretta désespère. Elle essaie d'accéder à des comptes, mais les trouve vides. L'avocat de Drummond refuse de répondre à ses appels maintenant qu'il est inculpé. La maison est grevée de 3 hypothèques dont elle ignorait l'existence. Ces hypothèques n'existent pas, dit Maurice. Mais les papiers semblent suffisamment convaincants pour qu'il faille des mois pour les démêler. Elle appelle tout le monde pour te retrouver. Qu'elle cherche, répondit Maurice. La phase 4 commence demain. Après avoir raccroché, Maurice retourna à son échiquier. Il déplaça une autre pièce, un cavalier cette fois, le positionnant pour une fourchette qui menacerait 2 pièces noires simultanément. À son prochain coup. Demain, Loretta découvrirait que son statut social, ce qu'elle chérissait par-dessus tout, était sur le point de s'effondrer.
L'identité soigneusement façonnée qu'elle s'était construite pendant 25 ans se révélerait être une invention. Maurice prit la dame noire, l'examina avant de la replacer sur l'échiquier. Aux échecs, la dame était la pièce la plus puissante. Mais même les dames pouvaient être piégées par une stratégie prudente. Chapitre 6. La tempête se prépare. Au 5e jour de son exil volontaire, Maurice se rendit sur un petit aérodrome privé où un jet quelconque l'attendait. Le pilote, un ancien collègue militaire, ne posa aucune question tandis que Maurice embarquait avec ses bagages réduits au minimum. 3 heures plus tard, ils atterrissaient à Chicago, où Maurice s'installa dans la suite pentouse d'un hôtel exclusif sous l'une de ses identités alternatives. Depuis ce centre de commandement temporaire, il superviserait les dernières phases du protocole 0. Maurice installa son équipement sécurisé et se connecta à son réseau. Les rapports d'étape affluèrent. Riverstone Industries était en plein chaos, avec le départ de son personnel clé et les plaintes des clients se multipliant. L'entreprise perdait de la valeur. À leur près. La vente en cours à Drummond Security était suspendue indéfiniment, Drummond lui-même étant libéré sous caution, mais faisant face à de multiples accusations fédérales. Bridget avait été placée en congé administratif pendant que le cabinet d'avocats enquêtait sur les allégations portées contre elle. Son appartement, acheté avec l'argent de Maurice, avait été transféré à son nom 3 mois plus tôt. Elle avait maintenant un recours contre lui, des documents suggérant qu'elle l'avait utilisé comme garantie pour un prêt qu'elle n'avait jamais reçu. Quinn était rentré de l'université en disgrâce. Ses diplômes étaient en cours de révision et sa nouvelle voiture avait été saisie pour irrégularité de paiement. Loretta commençait enfin à comprendre la véritable ampleur de sa situation. Les amis de la haute société qu'elle avait cultivés pendant des décennies étaient soudainement indisponibles, leurs appels étant restés sans réponse. Les cartes de crédit dont elle dépendait étaient refusées. Le personnel de maison avait démissionné en masse après avoir reçu de généreuses offres d'emploi ailleurs. Maurice ouvrit son ordinateur portable pour examiner le dernier élément de son plan. L'intégralité du dossier numérique de la liaison de Loretta avec Drummond, y compris les communications préparant le rachat de Riverstone et le projet de priver Maurice de ses biens. Ces informations devaient être remises à des personnes spécifiques le lendemain, à moins que Maurice ne contremande l'ordre. Son téléphone sonna, un numéro qu'il ne reconnut pas. « Bonjour, Michael », dit une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Maurice se figea. Personne ne l'avait appelé par ce nom depuis plus de 20 ans. « Colonel Winters », répondit-il après un moment. « Cela fait longtemps. » Effectivement, acquiesça le vieil homme. « Je vous appelle parce que des schémas intéressants ont attiré mon attention. Des schémas qui me rappellent des opérations que nous avons menées dans une autre vie. Je suis à la retraite, colonel. » « Bien sûr, » dit Winters, « mais les vieilles habitudes ont la vie dure, n'est-ce pas? Surtout quand on se sent acculé. » Maurice ne dit rien. « Je ne demanderai pas ce qui s'est passé, » poursuivit Winters. « Mais quoi qu'il en soit, je soupçonne que votre réponse soit disproportionnée. Vous avez toujours eu tendance à être minutieux. Cet appel a-t-il un sens? Demanda Maurice. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle, répondit Winters. Quoi que vous fassiez, cela a des répercussions. Pas assez importantes pour que la plupart des gens les remarquent, mais j'ai quand même des capteurs en place. Vous devriez peut-être vous demander si une destruction totale est vraiment nécessaire. Après la fin de l'appel, Maurice se tenait à la fenêtre donnant sur les toits de Chicago. Compte tenu des paroles de Winter, allait-il trop loin? Le protocole 0 initial avait été conçu comme une réponse de la terre brûlée. Destruction totale de toutes les personnes impliquées dans la trahison. Son téléphone vibra, un SMS de Terence. 51 appels manqués de votre famille aujourd'hui. Loretta essayant de liquider des bijoux. Bridget a contacté l'aide juridique. Quinn a tenté de se suicider. Maurice ressentit un moment de véritable choc en entendant le dernier élément. Statut. Il répondit par SMS. Hôpital. Stable. Lavage d'estomac. Maurice ferma les yeux. Quinn avait toujours été les plus faibles d'entre eux, suivant l'exemple de sa mère et de sa sœur plutôt que de conduire lui-même la trahison. Le garçon avait fait des choix terribles, mais Maurice n'avait jamais voulu ce résultat. Après un moment de considération, Maurice a envoyé un autre message. Modifier le protocole 0. Tiers 2 pour Quinn uniquement. La réponse est venue rapidement, confirmée. Réduire la gravité de Quinn. D'autres procèdent comme prévu. Maurice a regardé le message pendant longtemps avant de répondre « Oui ». Continuer comme prévu pour Loretta et Bridget. Il est retourné aux échecs qu'il avait installés dans la suite,
étudiant les positions. Dans l'état de jeu modifié, il a déplacé le Black Knight, représentant Queen, jusqu'au bord du tableau, loin du conflit principal. Le garçon ferait face à des conséquences, mais serait épargné par le pire de ce qui allait arriver. La Reine Noire et le Chevalier restant sont cependant restés au centre de la planche, vulnérables aux pièces blanches qui approchaient. Loretta et Bridget avaient été les architectes de cette trahison. Leur punition se poursuivrait comme prévu. Maurice a ramassé la Reine Blanche, la pièce la plus polyvalente et la plus puissante sur la planche, et le positionné pour l'attaque finale. Demain marquerait une semaine depuis son anniversaire, car ils avaient ri en détruisant sa vie. Demain, la dernière phase commencerait et leurs appels désespérés seraient expliqués. Alors que la nuit tombait sur Chicago, Maurice a envoyé un dernier message à Terrence. Continuez avec la phase 5 à 09 cents demain. Je surveillerai à distance. Sa vengeance était presque complète. À ce moment-là demain, Loretta et Bridget comprendraient exactement qui ils avaient contesté. Pas Maurice Blackwell, l'homme d'affaires prospère qu'ils pensaient connaître, mais Michael Brennan, le stratège s'est formé pour démanteler des vies avec précision et sans pitié. Chapitre 7. Le 7e jour. Exactement une semaine après son 50e anniversaire, Maurice est assis dans sa suite d'hôtel de Chicago, en regardant plusieurs écrans avec détachement clinique. Chacun affichait un aspect différent de la destruction qui se déroule en son absence. Sur un écran, les reportages ont détaillé l'effondrement spectaculaire de Drummond Security après l'arrestation de son PDG et la révélation d'une mauvaise conduite d'entreprise. Les actions de la société étaient désormais sans valeur avec les actionnaires qui ont déposé des recours collectifs et des régulateurs gelants restant actifs. Un autre écran a montré des images de sécurité en direct de sa maison de Westchester où Loretta a fait du rythme frénétiquement dans la cuisine. Le téléphone a pressé son oreille alors qu'elle se disputait avec quelqu'un. Les services publics de la maison avaient été fermés ce matin-là, en raison du non-paiement. Une autre fiction créée par le réseau de Maurice, mais qui prendrait des jours à résoudre. Un troisième écran affichait la boîte de réception de Bridget, remplissant de messages de plus en plus désespérés de ses anciens collègues et du comité d'éthique du cabinet d'avocats. Des preuves anonymes de son implication dans la contrefaçon de documents ont déclenché une enquête officielle de la barre. Le quatrième écran montrait la chambre de l'hôpital de Queen où le jeune homme a dormi sous sédation après sa tentative de suicide. Maurice avait organisé un donateur anonyme pour couvrir ses frais médicaux et un psychiatre respecté pour superviser ses soins. Le téléphone de Maurice, qui était silencieux depuis des jours alors qu'il ignorait le barrage des appels et des messages de sa famille, maintenant bourdonnait d'un texte de Terrence. Final package livré. Impact estimé en 30 minutes. Le paquet final était un dossier complet livré simultanément aux forces de l'ordre, au bureau du procureur de district et sélectionnant journalistes. Il contenait des preuves irréfutables de la conspiration de Loretta et Bridget pour frauder Maurice via des documents forgés et des transferts de biens frauduleux, avec des conversations enregistrées, des échanges de courriels et des dossiers financiers. Maurice a vérifié sa montre et s'est tourné vers un cinquième écran affichant des nouvelles locales. Dans les délais, des véhicules de police sont apparus au fond de son allée à Westchester, se déplaçant lentement vers la maison. Son téléphone sécurisé a sonné. Ils vont les arrêter, a déclaré Terrence sans préambule quand Maurice a répondu. C'était le plan, a répondu Maurice. Accusation de fraude, complot, tentative de vol. Il regarde le temps sérieux, Maurice, Terrence a pressé. Surtout Bridget, compte tenu de ses antécédents juridiques. Le DA considère cela comme un cas de carrière. Maurice a regardé les voitures de police atteindre la maison. Ils ont fait leur choix. Et qu'en est-il de Queen? Il est exclu de la preuve. Dit Maurice comme convenu. Il y avait un silence sur la ligne pendant un moment. Il n'est pas trop tard pour se retirer. Terrence a finalement dit, vous avez fait valoir votre point de vue. Ils sont ruinés financièrement. Leur réputation est détruite. La prison est vraiment nécessaire? Maurice a observé que les policiers s'approchaient de sa porte d'entrée sur le fil de sécurité. M'aurait-il montré de la miséricorde? Probablement pas, Terrence a admis. Mais vous n'êtes pas eux. Les mots sont suspendus dans les airs. À la maison, parlant à Loretta et en faisant un appel, vraisemblablement pour obtenir des instructions concernant Bridget, qui était arrivée à la maison la veille après avoir été verrouillée dans son appartement. Loretta et Bridget peuvent être transformées en matière d'accusation de criminels en matière civile. Le calcul froid dans les yeux de Loretta, le triomphe cruel dans le rire de Bridget, la faible conformité du regard détourné de Queen.
Ils avaient prévu pendant des mois pour le dépouiller de tout pour l'humilier un jour qui aurait dû être une célébration. « Joyeux anniversaire, perdant », avait déclaré Bridget. La main de Maurice s'éloignait du clavier. Non, ils avaient fait leur choix, connaissant les conséquences potentielles. Maintenant, il les affronterait. À l'écran, il regardait les policiers escorter Loretta de la maison à menotter, lisant ses droits. Alors que Newsvan commençait à arriver à la base de l'allée. Alerté par des conseils anonymes sur l'arrestation de l'épouse de l'éminent homme d'affaires Maurice Blackwell. Maurice a répondu, compte tenu des paroles de l'hiver. Avait été avant. C'était peut-être approprié. Maurice Blackwell avait été créé comme un personnage, une couverture pour Michael Brennan pour construire une vie normale. Maintenant que la vie normale s'était avérée aussi fictive que son nom lui-même. À l'écran, il a regardé Bridget était conduit de la maison à menotter, son visage se déformait avec rage et peur. Les journalistes ont bondi en avant, des caméras clignotant. Maurice a fermé l'ordinateur portable. C'était fait. Chapitre 8. Les appels désespérés. L'arrestation de Loretta et Bridget Blackwell a dominé le cycle d'information du soir. L'histoire avait tout. La richesse, la trahison, la contrefaçon et la disparition mystérieuse du mobile commercial Maurice Blackwell, après ce qui était maintenant caractérisé comme un complot élaboré contre lui. Maurice a regardé la couverture de sa suite d'hôtels, observant comment le récit se formait déjà. L'homme d'affaires prospère trahi par une épouse et une fille gourmand, se battant maintenant pour sa réputation et ses actifs. Les preuves qu'il avait fournies par le biais de canaux introuvables ont été décrites par les analystes juridiques comme écrasantes et méticuleusement documentées. Son téléphone sécurisé sonnait à plusieurs reprises, pas de sa famille cette fois, mais des associés commerciaux, des amis et même des journalistes obtenant en quelque sorte son numéro privé. Il les a tous ignorés. Ce n'est que lorsque Terence a appelé qu'il avait répondu. Il traite maintenant Loretta et Bridget. Terence a signalé une audience sous caution demain, mais avec le risque de vol et la nature grave des accusations, il est peu probable qu'il soit libéré et Queen Maurice a demandé à Hospital. La prise psychiatrique a été prolongée pour sa protection. Maurice a acquiescé à lui-même tous les mouvements sur le front financier. Le cas d'urgence que vous avez déposé par le biais de vos avocats a freiné toutes les impressions sur lesquelles le critère a expliqué par la courte. Et Drummond regardant 20 ans minimum. Ces avocats sont déjà des accords de coopération flottants, proposant de témoigner contre Loretta. Maurice a absorbé ces informations en silence. Sa vengeance se déroulait exactement comme prévu, plus efficacement qu'il n'avait osé espoir. En fait, le démantèlement systématique de ces trahisons était presque terminé. Pourtant, il se sentait creux. Les appels, a dit soudainement Maurice. Les appels désespérés référencés dans le protocole 0. Ont-ils commencé? Oui, Terence a confirmé. Votre téléphone personnel a 51 appels manqués depuis les arrestations des avocats principalement, mais aussi de plusieurs numéros inconnus retracés dans les installations de détention. Loretta et Bridget essayant de vous joindre à travers le système téléphonique des détenus. 51 appels désespérés comme il l'avait prédit quand il est sorti de sa maison il y a une semaine. Ils étaient venus plus tôt que sa famille ne s'attendait à ce que sa vengeance avait évolué avec une rapidité et une compréhension qu'ils n'auraient pas pu s'attendre. Que disent-ils? Demanda Maurice dans les messages. Terence a hésité. Surtout ce à quoi vous vous attendez. Déni d'abord, puis de la colère, négociant maintenant. Loretta a l'offre de signer des documents de confession, en prenant l'entière responsabilité si vous aidez Bridget. Bridget affirme qu'elle a été manipulée par sa mère et Drummond. Ils s'attendent à ce que je croie qu'après tout. Je pense qu'ils sont suffisamment désespérés pour essayer quoi que ce soit, a répondu Terence. La réalité de leur situation s'enfonce. Prison, ruine financière, ostracisme social, tout ce qu'ils appréciaient. Maurice s'est tourné vers l'éjecteur, étudiant les positions. Sa stratégie avait réussi à briller. La Reine Noire et le Chevalier ont été piégés sans aucune décision légale. Checkmate était inévitable. Pourtant, la victoire était étrangement insatisfaisante. Que feriez-vous? Demanda Maurice soudainement. Si tu étais dans ma position maintenant, Terence était silencieux pendant un long moment. Je me souviens de ce que nous avons appris dans notre unité. Que l'objectif n'est pas toujours une destruction complète. Parfois, il obtient juste un effet de levier juste pour vous assurer que votre sécurité à l'avenir. Ils ont essayé de me détruire complètement, a souligné Maurice. Oui, acquiesça Terence. Et ils ont échoué parce que vous étiez préparé.
Il n'était pas préparé à votre réponse. La question est de savoir si la destruction totale sert vos intérêts maintenant ou si les garder dans une position de vulnérabilité gérable pourrait être plus utile. Après la fin de l'appel, Maurice s'est versé un verre et a considéré la perspective de Terran. Son ami ne suggérait pas le pardon. Ils savaient tous les deux que c'était impossible après une telle trahison. Mais il y avait un argument pragmatique pour calibrer la punition pour maintenir une certaine utilité aux conséquences. Son téléphone bourdonnait d'une notification. Une messagerie vocale d'un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, Maurice l'a joué. « Papa !» La voix de Queen était faible, à peine audible. Ils m'ont dit ce qui s'était passé. Ce que maman et Bridget ont fait, ce que je les ai aidés à faire. Une longue pause remplie de respirations tremblantes. Je n'ai pas compris ce que nous faisions vraiment. Ce n'est pas une excuse. Juste si vous écoutez, je suis désolé. Maurice a supprimé le message, son visage impassible. Queen avait été le moins coupable. Un adepte à manipuler par des personnalités plus fortes, mais il avait quand même choisi de participer à la trahison. Une autre notification est apparue, un email de Beatrice Wells, son CFO à Riverstone. La ligne d'objet se lisait, étape suivante. Maurice l'a ouvert pour trouver un bref message. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre famille? L'entreprise a encore besoin de leadership. L'équipe est dispersée mais intacte. Prêt quand vous l'êtes. C'était un rappel que tout dans sa vie n'avait pas été détruit. Des parties de ce qu'il avait construit est resté viable, attendant la direction. Maurice est retourné aux échecs, l'étudier attentivement. Puis, lentement, délibérément, il réinitialise les pièces à leur position de départ. Le jeu était terminé. Il avait gagné. Maintenant, il était temps de décider à quoi ressemblerait la victoire. Chapitre 9. Le final CHEC Kamat. 2 jours plus tard, Maurice Blackwell est entré dans le centre de détention fédéral où Loretta et Bridget étaient détenus en attendant leur audience de cautionnement. Il s'était rasé la barbe, avait coupé les cheveux courts et portait un costume coûteux qui mettait l'accent sur sa construction athlétique. Loin d'eux. L'obus de l'obus choqué qui avait quitté son domicile une semaine plus tôt. La salle de réunion était austère, une table en métal boulonnée au sol, des chaises inconfortables, un garde stationné par la porte. Loretta est entrée en premier, ses vêtements de créateur remplacés par une combinaison de prison. Son apparence soigneusement entretenue montrant déjà des signes de détérioration après seulement 48 heures en détention. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit. « Maurice » elle haleta. Il hocha la tête une fois, son visage ne révélant rien. « Dieu merci » a-t-elle poursuivi, se déplaçant pour s'asseoir en face de lui. « Vous devez nous aider. Tout cela est un terrible malentendu. » « Est-ce » Maurice interrompit, sa voix froide. Loretta vacilla, puis essaya à nouveau. Les choses sont devenues incontrôlables. Drummond m'a manipulé. Utilisez notre relation pour le sauver. Maurice l'a coupé. J'ai des copies de chaque email, chaque texte, chaque conversation enregistrée. Je sais exactement qui a initié quoi et quand. La couleur s'écoulait du visage de Loretta. Comment avez-vous pensé vraiment que je n'aurais pas de contingence en place? Maurice a demandé que je me laisserais vulnérable sans aucun moyen de répondre si elle était trahie. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est de nouveau ouverte et Bridget a été laissée entrer. Contrairement à sa mère, l'expression de Bridget n'a montré aucun soulagement de voir Maurice, seulement le calcul et la lassitude. « Papa » reconnaissait-elle avec ridicule, prenant le siège à côté de Loretta. « Bridget » répondit-il avec une formalité égale. Pendant un moment, personne n'a parlé. Le garde s'est retiré dans le coin, leur donnant un semblant d'intimité tout en restant à la vue. « Pourquoi es-tu ici » Bridget a finalement demandé. « Pour se réjouir. »« Non, » répondit Maurice. « Pour faire une offre. » Les deux femmes se penchèrent légèrement en avant, observant dans les yeux de Loretta, soupçon dans Bridget. « Le procureur de district a actuellement suffisamment de preuves pour vous envoyer tous les deux en prison pendant au moins 15 ans, a déclaré Maurice. Fraude, complot, tentative de vol, contrefaçon de documents, la liste est assez étendue. Nous savons de quoi nous sommes accusés. Bridget a cassé, sa formation juridique s'affirmant. Ensuite, vous savez à quel point votre situation est désastreuse. Maurice a poursuivi, votre seul espoir était que je ne ferais pas surface, que sans mon témoignage, l'affaire pourrait s'affaiblir. Cet espoir a pris fin lorsque j'ai contacté le DA ce matin. Loretta a fait un petit son en détresse. La mâchoire de Bridget se resserra. Cependant, Maurice a poursuivi,
Je suis prêt à ajuster mon niveau de coopération avec l'accusation en échange de certaines concessions de vous deux. Quel genre de concessions? Demanda Bridget avec lassitude. Maurice a supprimé un dossier de documents de sa mallette et l'a glissé à travers la table. Règlement complet du divorce. Loretta ne reçoit rien. Pas de pension alimentaire, pas de propriété, aucun actif d'aucune sorte. Admission légale complète des documents de complot et de forge. Et vous signez tous les deux des accords contraignants pour ne jamais contester aucun aspect de ces arrangements. Et si nous sommes d'accord, a demandé Loretta, sa voix petite. Ensuite, j'ai informé le DA que même si je voulais que les accusations criminelles se poursuivent, je ne pousserai pas des phrases maximales, expliquait Maurice. Sur la base de ces commentaires, cela signifie probablement 5 ans au lieu de 15 avec un potentiel de libération conditionnelle antérieure. C'est encore une peine de prison, a protesté Bridget. Oui, Maurice a accepté, sa voix se durcit. Les actions ont des conséquences, Bridget. Vous êtes avocat. Où était? Vous saviez exactement ce que vous faisiez lorsque vous avez forgé ces documents. Et Queen? Loretta a demandé ce qui lui arrivait. Queen a son propre accord, a répondu Maurice. Contingent à l'achèvement du traitement psychiatrique et du service communautaire, je m'assurerai qu'il puisse terminer ses études, mais pas en affaires. Son aptitude réside clairement ailleurs. Bridget se pencha en avant. Pourquoi ne pas simplement nous détruire complètement? Vous le pouviez clairement. Maurice a étudié sa fille, voyant dans son visage des échos de sa propre nature calculatrice. Parce que la destruction totale est inefficace, a-t-il répondu. De cette façon, vous servez d'exemple sans consommer plus de mes ressources que nécessaire. Il s'est tenu, signalant que la réunion se terminait. Vous avez 24 heures pour décider. Vos avocats ont des copies des accords. Pensez attentivement. Alors qu'il se tourna pour partir, Loretta a repris la parole. Maurice, attendez. Sa voix craquait d'émotion. Est-ce que tout était réel? Notre mariage? La vie que nous avons construite? Maurice s'arrêta à la porte. Départi de celui-ci, a-t-il admis, mais pas assez pour empêcher ce résultat. Il est parti sans regarder en arrière, hochant la tête aux gardes en passant. À l'extérieur du centre de détention, Terence a attendu à côté d'un SUV noir. Comment ça s'est passé? Demanda-t-il à l'approche de Maurice. Comme prévu, répondit Maurice. Ils signeront. Ils n'ont pas d'alternative. Et puis c'est terminé, a déclaré Maurice. Ils paient leur trahison avec une peine de prison et une ruine financière. Je récupère mes actifs et avance. Terence hocha la tête, ouvrant la porte du véhicule. Où maintenant? L'hôpital. Maurice a répondu. J'ai besoin de voir Queen avant de partir. La visite à son fils a été brève et inconfortable. Queen, toujours sous surveillance médicale, a alterné entre des excuses en larmes et a démissionné l'acceptation de son rôle dans le complot. Maurice a écouté sans expression, puis a décrit les termes de leur relation future. Soutien conditionnel dépend de l'engagement de Queen à la réhabilitation et à la vie honnête. Voulez-vous jamais me pardonner? Demanda Queen alors que Maurice se préparait à partir. Maurice s'arrêta. Non, dit-il simplement. Mais je suis prêt à vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Ne confondez pas cela avec le pardon. Son dernier arrêt était le siège social de Riverstone Industries, où il a rencontré l'équipe principale qui était restée fidèle par la gestion prudente de Terran. Ils se sont rassemblés dans la salle de conférence, incertains mais pleins d'espoir que Maurice entra. Comme vous le savez, les événements récents ont nécessité des changements importants, a commencé Maurice. Les industries de Riverstone telles qu'elles existaient ont effectivement disparu. Des murmures de préoccupation se sont propagés dans la pièce. Cependant, a poursuivi Maurice, Phoenix Sentinel est désormais opérationnel avec la plupart de nos principaux clients déjà transférés. Ceux d'entre vous dans cette salle ont démontré une loyauté dans des circonstances difficiles. Vous aurez tous des postes dans la nouvelle société avec des forfaits de rémunération améliorés pour refléter cette fidélité. Relief lavé sur les faces assemblées. Nous commençons officiellement les opérations la semaine prochaine, a conclu Maurice. Jusque-là, terminez le transfert de tout actif viable restant de Riverstone et préparez-vous à notre nouveau départ. Plus tard dans la soirée, Maurice était assis seul dans sa suite d'hôtel, un échec devant lui avec des pièces disposées en position finale d'un jeu complexe. Il a avancé le roi blanc en avant, capturant la dernière pièce noire. Une conclusion symbolique au conflit. Son téléphone bourdonnait d'un message de Terence. Accord signé.
DA confirmant des recommandations de condamnation réduite. Maurice ferma brièvement les yeux. C'était fait. Sa famille l'avait trahi. J'ai tenté de le dépouiller de tout ce qu'il avait construit et de rire en le faisant. Maintenant, ils ont compris les conséquences de défier un homme qui avait passé sa vie à se préparer à la trahison. Il avait perdu son mariage, mais il était creux depuis des années. Il avait perdu sa maison, mais cela n'en avait jamais vraiment ressenti un. Il avait perdu l'amour de ses enfants, mais cela était basé sur de faux locaux depuis le début. Ce qui restait, c'est ce qui comptait, son cœur de métier, ses fidèles, sa richesse soigneusement cachée, et surtout, son respect de soi. Il n'avait ni mendié ni brisé lorsqu'il était confronté à une trahison. Il avait répondu avec une précision calculée, en veillant à ce que ceux qui le trahissaient ne gagnaient rien de leur trahison. Maurice a emballé l'ensemble d'échecs, chaque pièce trouvant sa place dans le boîtier doublé de velours. Le jeu était terminé. Il avait gagné, bien que la victoire ait plus goûté à des cendres qu'à triompher. Demain, il s'envolait vers un endroit non divulgué pour commencer à construire sa nouvelle vie. Une sans les vulnérabilités qu'il s'était autorisées dans le passé. Phoenix Sentinel s'élèverait des cendres de Riverstone, plus forte et plus sûre, et Maurice Blackwell, ou peut-être un nouveau Michael Brennan, continuerait, seul, mais invaincu. Il avait tout donné à sa famille, seulement pour les faire tenter de tout prendre de lui en retour. Leur trahison l'avait libéré de toute obligation envers eux, tout sentiment qui aurait pu adoucir sa réponse. Le final checkmate était terminé. Le roi se tenait toujours tandis que tous ceux qui s'étaient opposés à lui étaient vaincus au tableau. « Joyeux anniversaire à moi » murmura Maurice dans la pièce vide et ferma le cas d'échecs avec un clic décisif. C'est là que notre histoire touche à sa fin.